Bonsoir à tout le monde, Bonsoir. bienvenue. Voilà, on va juste attendre que les participantes et participants nous rejoignent petit à petit. Parfait. Alors, je demanderai, alors si vous voulez garder la caméra, vous pouvez simplement couper le son. C'est le plus important. Vérifiez que votre son est coupé. L'autre chose aussi, profitez voilà, de faire en sorte que vous ne soyez pas dérangés. Peut-être mettez les téléphones sur silencieux. Je vais mettre le mien aussi. Et puis comme ça, vous pouvez vraiment vous concentrer sur les petites pépites que Daniela va vous donner aujourd'hui d'informations sur le microbiote. Vous verrez que c'est passionnant. Voilà, les gens arrivent petit à petit, donc c'est parfait. Très bien. Je vais juste aussi faire le petit check habituel. Est-ce que chacune et chacun d'entre vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Mettez un petit mot dans le chat, s'il vous plaît. Et puis comme ça, on arrive à voir Oui, les ça marche différentes très bien. choses. Oui, tout le monde entend bien. Parfait. Donc, bonsoir et félicitations de prendre le temps pour ce webinaire sur le microbiote. C'est un moment où vous allez apprendre des choses pour votre santé. C'est un domaine qui est en plein développement. Donc, voilà, soyez attentifs, profitez. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les mettre dans le chat au fur et à mesure, et puis on répondra. Donc, à la fin, il y aura un moment pour des questions-réponses. Donc, j'ai l'honneur d'avoir ce soir comme invité Daniela Vigano. Bonsoir, Daniela. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis, Daniela, vous êtes micronutritionniste. Est-ce que je vous laisse peut-être vous présenter? Oui, je suis Daniela Vigano, je suis nutritionniste, micronutritionniste. J'ai fait ma formation en Suisse pendant 4 ans et c'était en reconversion professionnelle suite parce que je voulais déjà faire quelque chose pour moi pour prendre en main ma santé et puis je me suis dit qu'il fallait contribuer à distribuer un peu la santé dans le monde entier. Mhm. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a amené à faire ces changements de carrière, disons. Et puis, depuis quasiment une année désormais, je coopère aussi avec vous ici à la clinique suisse parce que voilà, ma passion, c'est quand même tout ce qui est santé de la femme un peu à toutes les étapes. Euh, Comme vous le savez aussi, la fertilité, mais aussi la ménopause également. Donc, là, c'est la santé de la femme dans sa globalité. Et du coup, voilà, pour moi, travailler ici avec vous, c'est quand même un honneur parce que, voilà, on a les mêmes Parfait. objectifs, les mêmes missions et c'est chouette. Ouais, Donc, la spécialité est vraiment le domaine de la femme, parce que la femme a quand même beaucoup de spécificités aussi. voilà. Euh, donc, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Bah, c'est aussi un réel plaisir de collaborer avec vous, hein. On dit aussi depuis longtemps, hein, on est ce qu'on mange, et ça c'est vrai, Ouais, hein, puisque les molécules sont transformées et sont intégrées dans notre corps. Donc on va découvrir tout ceci ce soir. C'est vrai ouais, qu'on a un accent particulier sur la femme parce que vous verrez que les hormones et l'alimentation ont un rôle crucial également chez l'homme, hein. Simplement, il y a quand même des différences. Donc, les hommes, soyez les bienvenus également. Donc, il y aura peut-être un petit moment, on va peut-être juste parler peut-être éventuellement de la différence s'il y a des hommes qui ont ces questions. Mais voilà, là, la scène est à vous. parfait. Je vais du coup partager mon écran, comme ça,
Voilà. Est-ce que vous voyez? Oui. On voit Mon très bien. écran. Il y aura juste Ok. Voilà, c'est parfait. Et peut-être en faisant... Non. Non, je suis allée directement à la fin. On va garder quand même la surprise de la fin, hein. Oui, oui, oui. Voilà, parfait. Voilà, l'idée dans le webinaire de ce soir, c'est vraiment de parler de l'intestin et du microbiote parce que la santé de l'intestin est quand même une clé fondamentale pour avoir une santé vraiment au top. Ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes, bien évidemment. Et puis, on verra ensemble les spécificités pour les femmes. Juste avant que vous démarriez, est-ce que les participants peuvent juste mettre dans le chat, est-ce que vous savez le lien entre la santé et le microbiote et qu'est-ce qu'est le microbiote? Juste pour qu'on ait un petit sondage. Et la deuxième question, c'est est-ce que le corps médical autour de vous a déjà parlé du microbiote? Ça, c'est deux questions. Si vous pouvez juste noter ça dans le chat, ce serait top. Comme ça, on a une petite idée avant qu'on démarre. Merci. Oui, ça, c'est un bon sondage, effectivement. Et puisque vous avez cité aussi Hippocrate tout à l'heure en disant qu'on est ce qu'on mange, voilà, il y a aussi une phrase célèbre qu'il avait citée, que toutes les maladies commencent de l'intestin. Donc, c'est vraiment pour dire comment déjà à l'époque, l'intestin, un intestin en bonne santé était quand même le reflet d'une bonne santé globale de la personne. Donc déjà, à l'époque, il y a des milliers d'années, on savait qu'il fallait prendre soin de son intestin pour être en forme, pour être bien dans sa peau, dans sa tête et à tous les niveaux. Tout à fait. Et effectivement, voilà, on va explorer un peu l'anatomie de l'intestin, du système digestif et puis les spécificités du microbiote pour montrer comment tout cela joue un rôle fondamental vraiment dans tous nos systèmes et toute notre physiologie. Donc voilà, on commence avec une petite introduction liée à l'intestin. L'intestin qui fait partie un peu d'un écosystème, l'écosystème digestif, qui comprend, c'est vraiment un tube qui comprend la bouche, l'œsophage, l'estomac, le foie, le pancréas, l'intestin grêle et le côlon. Donc c'est vraiment tout ce qui nous permet d'assimiler, d'introduire la nourriture, l'assimiler, la métaboliser, la travailler et d'extraire et utiliser par la suite et distribuer tous les micronutriments essentiels à notre bon fonctionnement. Et l'intestin aussi constitue vraiment une interface entre le milieu extérieur, donc les aliments, la nourriture qu'on introduit dans notre corps, et puis aussi le milieu intérieur qui est constitué de la muqueuse et le microbiote. Et la muqueuse constitue, notamment, on va le voir aussi tout à l'heure, constitue vraiment la surface d'absorption des nutriments. Donc, une muqueuse en bonne santé, au niveau de l'intestin, permet d'absorber les nutriments qui nous sont nécessaires pour un bon fonctionnement. Et juste si les personnes avec le micro ouvert, s'ils peuvent le fermer, ça serait top. Super. Merci. Vérifiez bien que vos Merci micros beaucoup. soient coupés. Ouais. Merci. Et du coup, effectivement, une muqueuse en bonne santé permet d'éviter toute carence au niveau des vitamines, minéraux, des acides gras également, qui sont quand même des éléments qui coparticipent à nombreuses fonctions. Et l'intestin est aussi, c'est assez surprenant et ça, c'est une des choses qui m'avait toujours un peu surpris quand j'avais fait la formation en nutrition, c'est de savoir en fait comment la surface au niveau de l'intestin s'étend
Si on imaginait en fait de prendre l'intestin et puis de l'étendre avec toutes ces plis, ces villosités, etc., on aurait la surface qui est équivalente à 300 mètres carrés. Donc, c'est équivalent à sauf erreur, de camp de tennis ou une chose comme ça. Et c'est énorme pour dire comment, en fait, comment à l'intérieur de nous, on a une surface énorme qui nous permet vraiment de bien absorber tous les nutriments qu'on amène de l'alimentation. Et ça, c'était une notion qui m'avait toujours un peu surpris parce que imaginer vraiment de déplier ses intestins et avoir une surface aussi énorme, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup fascinée. C'est incroyable, hein. Absolument. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et l'intestin est aussi, a aussi deux types de digestion. Une digestion de type mécanique avec les mouvements de péristaltisme intestinal qui permet de favoriser le transit, d'avoir un bon transit intestinal. Et aussi une digestion de type chimique avec la production de certaines enzymes qui permettent de compléter la digestion. Il faut savoir que l'intestin est vraiment un peu l'étape finale de la digestion, de tout le processus digestif. Et effectivement, l'absorption des nutriments se fait surtout au niveau de l'intestin grêle. Et toutes les étapes digestives qu'il y a avant sont vraiment hyper importantes pour avoir une bonne digestion du début à la fin. Donc, déjà, à partir de la mastication, c'est une étape hyper importante parce que déjà, au niveau de la bouche, on sécrète des enzymes spécifiques pour commencer à dégrader les aliments. Ensuite, si on ne mange pas suffisamment, l'estomac, qui est la deuxième étape de métabolisme au niveau digestif, aura de la peine à bien découper les différents nutriments, notamment surtout les protéines. Et du coup, si on commence mal la première étape, la digestion sera beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, et on aura une mauvaise digestion et assimilation du coup des nutriments à la fin. Donc, hyper important de manger en conscience en prenant le temps et puis aussi en prenant aussi l'habitude de bien mastiquer au début parce que c'est vraiment la première étape de la digestion et c'est celle aussi qui détermine la qualité des étapes successives de la digestion. Et je me rends compte en consultation que souvent, les gens n'ont plus l'habitude de bien mastiquer et on est vraiment dans des habitudes qui sont accélérées, on va super vite et il y a rarement des personnes qui se prennent au moins 20 minutes pour manger. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment prendre l'habitude de faire pour avoir une bonne absorption au niveau des nutriments et du coup avoir aussi un bon microbiote et un intestin qui soit en bonne santé. Absolument, ouais. Et l'intestin est composé de deux parties, l'intestin grêle et puis le gros intestin, le côlon. Comme je disais, l'intestin grêle, c'est lui qui permet de terminer la digestion et d'absorber les nutriments et puis de faire en sorte que ça passe par la suite selon le type de nutriments au niveau de la circulation sanguine ou au niveau de la circulation lymphatique pour être distribué à toutes les cellules dans notre corps pour remplir les différentes fonctions. Et puis, voilà, le côlon, c'est lui qui permet d'évacuer tous les déchets. Donc, voilà. On passe un peu en révision ensemble les rôles aussi de l'intestin qu'on a déjà un peu évoqué. Donc, du coup, il permet de terminer la digestion et d'absorber tous les nutriments
notamment chez les femmes, on voit souvent, on en avait discuté déjà durant le webinaire concernant la grossesse, on voit souvent aussi des carences en fer. Et souvent, en améliorant la qualité de la barrière intestinale, la qualité du microbiote, on voit que aussi l'absorption du fer améliore aussi. Et on a la tendance à avoir moins d'anémie en travaillant aussi sur la qualité du microbiote et sur la qualité de l'intestin, effectivement. Un autre rôle de l'intestin, c'est toute fonction barrière. Donc, il nous protège de tout agent et molécules pathogènes qui viennent de l'extérieur. Donc, on a plusieurs barrières. Donc, ça, la fonction barrière, c'est une des premières, moyens de défense immunitaire de notre organisme. Voilà, par exemple, si la peau fait effet barrière contre tout agent pathogène et ça nous permet de nous protéger de tout virus, bactéries, etc. Et l'intestin fait partie aussi de ces barrières. Donc, le milieu, la muqueuse intestinale vraiment nous protège en évitant que des molécules pathogènes et toxiques passent à l'intérieur de la lumière intestinale et puis puissent dégénérer en pathologie, en maladie, etc. Il a aussi une fonction de type barrière chimique pour empêcher la croissance de bactéries et les virus pathogènes. Effectivement, voilà, un microbiote qui soit équilibré et en bonne santé évite d'avoir des proliférations des champignons, des levures, des bactéries pathogènes comme l'Escherichia coli. L'Escherichia coli, on le verra aussi plus tard, c'est une bactérie qui, en soi, quand il prolifère, c'est de type pathogène, mais quand on a une flore qui est en bonne santé, cette bactérie vit de manière symbiotique au niveau de la flore. Elle a aussi des fonctions importantes, comme elle aide à produire la sérotonine, qui est un des neuromédiateurs qui nous aide dans une meilleure gestion du stress, de l'anxiété, etc. Donc, en soi, il n'y a pas de bactéries qui sont vraiment néfastes. C'est le déséquilibre qui fait la pathologie et qui fait la maladie, finalement. C'est vrai qu'on entend souvent le terme bactérie égale infection égale danger. Oui, oui, Mais c'est vrai que les bactéries, quand c'est bien équilibré, bah c'est nos amis, hein. Le problème, c'est quand il y a le déséquilibre. oui, Et effectivement, au niveau immunitaire, il y a des endroits dans l'intestin, en fait, qui sont des endroits de reconnaissance immunitaire, et puis qui vont pouvoir apprendre à notre système immunitaire ce qui est le soi, non soi, ce qui est bien, pas bien. Et c'est vrai que l'intestin lui-même a un rôle pour renforcer aussi l'immunité et pouvoir en tout cas contrôler des infections. Et c'est pour ça que c'est important, vous allez présenter après, d'avoir un microbiote équilibré simplement. Et c'est vrai que s'il est déséquilibré, ben le système d'immunité qui est dans l'intestin, ben pour pouvoir apprendre, hein, c'est un peu comme une école pour le système immunitaire. Donc, il oui, n'y aura pas cette possibilité d'apprentissage. oui, tout à fait. Oui, voilà, comme vous l'avez anticipé, l'intestin a une fonction immunitaire parce qu'il est tapissé vraiment d'un tissu lymphoïde. Le tissu lymphoïde, c'est quand même, ça fait partie du système immunitaire. Et aujourd'hui, on le sait, le 80% de notre immunité réside et part des intestins. Donc, le microbiote participe vraiment à la maturation, la morphologie et la fonction immunologique des cellules immunitaires. Donc, c'est vraiment hyper important d'avoir un microbiote en bonne santé parce que ça permet d'avoir aussi une immunité qui soit forte et au top pour nous protéger, effectivement. De toutes pathologies qui viennent de l'extérieur, mais aussi de toutes pathologies potentiellement qu'on peut développer de l'intérieur, des maladies auto-immunes, des allergies, de l'asthme, etc. Donc, un microbiote en bonne santé vraiment nous permet d'avoir un équilibre à tous les niveaux.
Comme on a dit tout à l'heure, voilà, l'intestin a comme rôle la production et l'élimination des selles, donc l'élimination de tous les déchets qui nous ne sont plus utiles pour nos fonctions. Et il participe aussi à la production de certaines vitamines, surtout les vitamines du groupe B et la vitamine K également. Et on parle souvent des connexions intestin-cerveau parce que, en fait, l'intestin participe à la production de certains neuromédiateurs comme surtout le GABA et la sérotonine, qui sont des neuromédiateurs qui permettent de nous aider et de contrer en fait, de nous aider à avoir une bonne gestion du stress, une bonne réponse au stress pour éviter toute condition chronique. On va discuter après aussi de comment le stress peut influencer, impacter la qualité du microbiote et la qualité de l'intestin. Mais effectivement, voilà, ces neuromédiateurs nous permettent d'avoir une réponse qui soit adaptée et non excessive et surtout d'éviter que le stress devienne chronique parce que c'est à ces moments-là qu'il devient pathologique et qu'il permet en fait qu'il ouvre les portes à nombreuses situations pathologiques, que ce soit au niveau physiologique mais aussi au niveau psychologique. Donc, il y a une véritable connexion intestin-cerveau via plusieurs nerfs, comme le nerf vague. Il faut savoir aussi que dans l'intestin, il y a vraiment beaucoup de cellules neuronales. Et ça, c'était aussi quelque chose qui m'a surpris parce que avant de faire ma formation, effectivement, je ne le savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait tout plein de neurones aussi au niveau intestinal et c'est pour ça voilà, qu'on l'appelle un peu deuxième cerveau. Et c'est pour ça, et c'est aussi logique parce qu'on voit quand on est, on a sous stress, on a des situations qui vont nous contrarier, c'est souvent tout le système digestif qui prend un coup. On le ressent au niveau de l'estomac, on le ressent au niveau du ventre. Donc, il y a souvent vraiment un lien entre l'état émotionnel et l'intestin. Bien sûr. C'est une connexion et une interaction qui s'est fait en permanence. C'est intéressant que vous parliez de deuxième cerveau, mais en fait, maintenant, pas mal d'articles commencent à même mettre l'intestin comme premier cerveau. Effectivement, il y a des connexions extrêmement importantes. Vous parliez du nerf vague, c'est tout à fait juste. Si on regarde la notion de intestin vers le cerveau, qu'on appelle des nerfs afférents, et cerveau vers l'intestin, déférents, eh bien, 80%, 80% de la connexion est en direction de l'intestin vers le cerveau. Et ces nerfs peuvent envoyer effectivement des signaux et peut-être qu'on le développera après, mais effectivement, l'humeur, hein, si on a un déséquilibre chimique dans l'intestin, ce qui va être transmis vers le cerveau va changer même la façon de penser. Il y a de nombreuses études maintenant qui commencent à sortir qui montrent le lien entre l'équilibre et le bien-être mental, même la dépression. Hein, les raisons de dépression peuvent être dues à ces communications et à ce manque de neuromédiateurs. Je pense que vous allez en parler après, mais c'est vrai que on pourrait dire, le premier cerveau. Parce que si l'intestin ne va pas bien, si il y a des soucis au niveau de la perméabilité et autres, eh bien, effectivement, on a l'influence sur la psychologie. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, dans l'intestin, il y a plus de neurones que dans la moelle épinière, par exemple. Donc, c'est impressionnant la quantité de neurones qui est présente au niveau de l'intestin. Et on va se focaliser un peu plus au niveau du microbiote maintenant. Donc, c'est des bactéries qui nous habitent et qui nous tiennent en bonne santé. Donc, les microbiotes, c'est vraiment l'ensemble de tous les micro-organismes qui nous habitent et il est partout. Donc, il est non seulement au niveau de l'intestin,
mais il est présent dans tout ce qui est muqueuse aussi. Donc, il est présent au niveau de la peau, il est présent au niveau de la bouche, du nez, de l'estomac, de l'intestin, du vagin. Et souvent, on voit souvent que la qualité du microbiote intestinal a aussi un impact sur les autres microbiotes aussi. Donc, souvent, un microbiote intestinal en bonne santé, en cascade, permet d'avoir un microbiote en bonne santé à tous les autres niveaux. Donc, il y a entre 500 et 100 000 espèces différentes qu'on a pu voir et découvrir jusqu'à l'instant. Peut-être il y en a plus, ça c'est les découvertes qu'on a fait jusqu'à l'instant, mais c'est un sujet quand même qui est complexe et en évolution continue et permanente. Donc, peut-être il y a des informations qui vont aussi changer. Le poids aussi de toutes les bactéries qui nous habitent m'avait aussi impressionné parce que c'est l'équivalent de 3 ou 4 kilos, les poids des bactéries qui nous habitent. Donc, on est loin d'être seul. On a vraiment beaucoup de petits animaux de compagnie qui nous habitent. Et on a intérêt à bien les entretenir parce qu'ils contribuent vraiment à notre bien-être global. Et dans des conditions qui sont normales, comme on a déjà mentionné, ils vivent vraiment dans un état d'équilibre qu'on appelle symbiose, en fait, avec nous. Donc, c'est une condition d'harmonie. C'est le déséquilibre quand il y a surtout voilà, des bactéries spécifiques comme les lactobacillus, les bifidobacterium qui manquent ou qui sont carentes pour X raisons qu'on va aussi lister tout à l'heure. On peut avoir un déséquilibre au niveau de la flore et puis certains agents pathogènes comme le candida ou l'Escherichia coli ou le Clostridium aussi peuvent proliférer et créer des conditions pathogènes. Ces petites bactéries ont des fonctions et des tâches qui sont très utiles à la survie parce qu'ils ont aussi, entre autres, des fonctions métaboliques, des fonctions immunitaires, comme on a dit, ils participent vraiment à la maturation du système immunitaire. Fonctions métaboliques parce qu'ils aident aussi par exemple, ils contribuent à métaboliser certaines hormones, comme chez la femme, ils contribuent aussi à métaboliser les estrogènes, par exemple. Et il est très variable d'un individu à l'autre et du région à l'autre également. Donc, il constitue vraiment une vraie carte d'identité de la personne. Donc, chacun a un microbiote qui lui est spécifique, aussi selon son histoire de vie, selon son mode de naissance, ses habitudes alimentaires, l'hygiène de vie, ses expériences de vie. Donc, il se modifie et il varie tout au long de notre vie. Donc, on a un microbiote qui est différent quand on est enfant. Le microbiote change aussi durant l'adolescence, durant la grossesse, après la grossesse et à la ménopause aussi. Il varie vraiment tout au long de notre vie et selon aussi ce qu'on est amené à vivre, certains contextes, la prise des médicaments, des situations de stress, etc., peuvent influencer en fait, la qualité et la répartition du microbiote. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. On ne vous entend pas. Voilà. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est par rapport au nombre, justement, des bactéries. On a l'impression de nous, voilà, être nos êtres vivants avec nos cellules qui sont à nous. Mais en fait, si on regarde donc, dans notre cellule, dans notre corps est constitué d'environ 100 milliards de cellules pour notre corps. Mais savez-vous que les cellules qui sont dans l'intestin, le microbiote sur l'intestin, sur la peau, on n'en parle pas aujourd'hui, mais dans le nez, les autres endroits, c'est 100 trilliards, c'est-à-dire 100 fois plus. C'est-à-dire que, en fait, nous transportons
tous les jours avec nous, plus de cellules qui ne sont pas de notre organisme que ceux qui appartiennent à notre organisme, ce qui est quand même assez incroyable. Ça veut Oui, dire qu'on pense qu'on est voilà, des humains avec nos cellules vivantes qui nous appartiennent, mais en fait, on a plus de cellules étrangères qui sont en symbiose avec nous que le nombre de cellules. Donc, c'est vrai que c'est des cellules que l'on transporte qu'il faut que l'on soigne. Et puis, avec un bon équilibre, je compare ça souvent un petit peu avec, comme le monde, avec la forêt amazonienne ou d'autres, il y a des équilibres. On a besoin ces organismes pour être à l'équilibre. Donc, voilà, c'est des nombres qui sont impressionnants. oui, oui, tout à fait. C'est très fascinant aussi parce que on a aussi la tendance, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, de diaboliser un peu les bactéries, les virus, etc. Mais en fait, beaucoup d'entre eux, ils nous rendent service quelque part. Absolument. Et donc voilà. Et en fait, pour vous situer les nombres, hein, donc ces nombres-là sont plus d'étoiles que nous avons dans notre galaxie. Nous transportons plus d'organismes qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie à nous. Oui, absolument. Donc, on va parler un peu plus en détail aussi des fonctions du microbiote. Et alors, il participe au développement de la muqueuse intestinale et à la protection de la muqueuse intestinale parce qu'il participe, par exemple, à la sécrétion de certains acides gras, comme les acides gras à chaîne courte, qui sont des véritables protecteurs au niveau de la barrière intestinale, de l'étanchéité aussi de la barrière intestinale, qui nous protège de tout agent pathogène de l'extérieur. Comme on a dit, il est terrain de maturation du système immunitaire, donc il aide et il contribue vraiment à la maturation de toutes les cellules immunitaires. On a déjà évoqué le lien entre l'intestin et le cerveau via le système nerveux entérique. Donc, vraiment, il communique en permanence avec le cerveau. Par exemple, il contribue aussi à métaboliser le tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine et puis de la mélatonine. Donc, c'est tous les neuromédiateurs qui nous permettent de nous relaxer et qui sont produits surtout en deuxième partie de la journée quand on va vers la phase de repos et de relaxation. Donc, avoir un microbiote en bonne santé permet aussi de favoriser tous cet axe sérotonine, mélatonine et avoir aussi une bonne qualité de sommeil également. Et le sommeil, voilà, est quand même un grand allié dans beaucoup de fonctions. Voilà, les fonctions de réparation, les fonctions de détoxication et aussi avoir une bonne qualité de sommeil nous permet aussi de nous protéger contre le stress. Voilà. On parle beaucoup de stress aujourd'hui dans notre société, mais effectivement, le stress a un impact impressionnant au niveau de la physiologie et ensuite au niveau aussi de l'intestin, parce qu'il modifie vraiment les fonctions au niveau de l'intestin, un stress chronique. Voilà. Et aujourd'hui, même au cabinet, sincèrement, je vois une personne sur deux qui est en burn-out. Donc, c'est un thème qui est très, très vif et très présent quand même dans cette société. Effectivement, comme vous disiez, il y a cette modification par le stress et la modification elle-même va de nouveau avoir une influence sur le mental et du coup, ça devient un cercle voilà, qui se répète. Et Oui, c'est peut-être même dans le stress immédiat, je pense que certains d'entre vous ont certainement dû remarquer quand il y a tout d'un coup un stress, ça peut arriver que tout d'un coup il y ait de la diarrhée ou il y ait tout d'un coup, parce que ça c'est tous les arrivées avec les médiateurs qui vont modifier. Puis après, si c'est sur le plus long terme, effectivement, il va y avoir ces déséquilibres et ensuite l'apparition de maladies chroniques. oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, voilà, l'élévation de stress
euh, en fait, agit sur l'élévation de certains hormones comme le cortisol, mais aussi des neuromédiateurs comme l'adrénaline, la noradrénaline. Et si on est face à un stress aigu, c'est des réactions physiologiques qui sont tout à fait normales. Mais quand ça devient chronique, donc ça perdure, c'est comme si tous les jours, on était face à un prédateur tous les jours. Donc, c'est comme si on devait fuir un lion tous les jours. Et c'est comme ça que notre corps ressent à cette sensation de devoir fuir d'un prédateur. C'est ça qu'on a dans nos cellules et qui viennent aussi de nos ancêtres parce que nous venons de là et ça, c'était un stress quand même qui était physiologique et qui était normal. Aujourd'hui, on fait plus face à, on n'est plus à des situations où on doit fuir des prédateurs, mais on peut avoir voilà, du stress qui vient du travail, du surménage familial, voilà, de l'anxiété qui vient aussi des infos. Donc, on a plusieurs sources qui peuvent nous rendre très sensibles au stress. Et effectivement, cela modifie la physiologie parce que au tout début, on peut avoir un taux de cortisol qui est tout le temps élevé. Cela va modifier aussi certaines fonctions comme les fonctions intestinales parce que quand on est sous stress, la digestion n'est pas une priorité. Donc, l'intestin va ralentir son activité. Souvent, on peut aussi avoir de la constipation ou des alternants diarrhée-constipation qui, de toute façon, vont altérer et modifier la flore intestinale. Le cortisol va avoir un impact aussi au niveau immunitaire. Donc, quand ça supprime et s'affaiblit un peu le système immunitaire, donc on est plus exposé aux bactéries, aux virus, on est plus malade et ça modifie également la qualité du microbiote et la qualité de notre intestin. Et donc, du coup, voilà, c'est ce qu'on disait, ça devient vraiment un peu un cercle vicieux. Si on n'intervient pas en rétablissant vraiment un équilibre et en travaillant sur la barrière intestinale, sur la qualité de la flore intestinale, c'est une situation qui peut perdurer et qui peut amener à plusieurs conditions pathologiques, effectivement. Je vais profiter, puisqu'on est juste sur le stress. Il y a quelques questions, peut-être puisqu'elles sont quand même Oui. d'actualité par rapport à... Donc, Carolina demande pour diminuer les effets du TDAH, donc l'hyperactivité, Mhm. quels sont les éléments qu'on peut apporter, quel est le lien avec ce qui est le microbiote intestinal? Oui. Ben, alors, euh, souvent, on voit aussi souvent quand il y a des hyperactivités, on le voit surtout chez les enfants hyperactifs. Souvent, il y a aussi un excès de consommation au niveau des glucides, au niveau des sucres également. Donc, une modification qu'on peut faire au niveau de l'alimentation, c'est de réduire la consommation des sucres et regarder surtout la qualité des sucres qu'on apporte dans l'alimentation. Donc, avoir une alimentation qui soit vraiment aussi à IG bas. Donc, avec un contrôle de la glycémie et de l'insuline. Parce que ça aide vraiment à calmer l'hyperactivité. Et ça se voit beaucoup, beaucoup au niveau des enfants hyperactifs, par exemple. Oui. Et puis, il y a travailler vraiment sur la flore, en vraiment rééquilibrant la flore des fermentations, la flore des putréfactions aussi. Ça aide à calmer cet axe-là. Donc, il y a des probiotiques qui sont aussi spécifiques pour ça. Mhm. Très bien. Une autre question était de Carole, c'est que pouvons-nous faire pour augmenter la diversité de nos microbiotes actuels? Est-ce que j'imagine ça va être répondu dans les dias suivants? Oui, Alors c'est on va, aussi, voilà.
c'est après, effectivement, voilà, il y a plusieurs conseils alimentaires qui peuvent permettre d'avoir une bonne variété aussi au niveau du microbiote. Donc ça, on peut le voir après, effectivement. Très bien. Alors, on va continuer. Donc, comme on a dit, il nous protège aussi contre les agents pathogènes parce que il a cette fonction immunitaire. Il participe à la synthèse des vitamines, acides gras, mais aussi les neuromédiateurs, comme on a déjà évoqué. Il permet de métaboliser aussi les xénobiotiques. Les xénobiotiques, en fait, c'est toute molécule étrangère et que le corps ne peut pas reconnaître, comme tout ce qui est polluant, tout ce qui est certains pesticides, certains excipients, la pollution également, certains cosmétiques que le corps ne reconnaît pas comme soi, qui lui sont étrangers et du coup, et qui peuvent polluer petit à petit quand même le corps. Et le microbiote en bonne santé permet de participer au métabolisme et à l'élimination de ces xénobiotiques. Notamment, voilà, on discutait tout à l'heure des métaux lourds. Un microbiote en bonne santé permet aussi d'avoir une bonne élimination au niveau des métaux lourds également. Il contribue à avoir une bonne digestion, à métaboliser les hormones comme on a évoqué tout à l'heure. Toutes les hormones, une fois qu'ils ont accompli leur fonction, ils doivent être quelque part dégradés. Et puis, un microbiote en bonne santé contribue aussi au métabolisme des hormones également. Il permet de nous aider à mieux répondre au stress, comme on l'a déjà évoqué, avec la production de la sérotonine et du GABA. Et puis, il joue un rôle dans la régulation de l'appétit et du poids. Donc, effectivement, on a vu il y a aussi plusieurs études. Souvent, les personnes qui souffrent d'une situation d'obésité ou de surpoids ont aussi un déséquilibre au niveau du microbiote. En régulant ça, on arrive à débloquer tout un contexte et à favoriser aussi la perte de poids également. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je crois qu'on est bon. On est à peu près à la moitié du temps actuel. Oui, oui, oui. Parfait. Donc, on va parler de ce qui se passe quand notre flore n'est plus en équilibre. Donc, c'est un état de dysbiose. Donc, c'est un état il n'y a plus une condition d'harmonie au niveau de la flore. Quand il y a une flore qui est en équilibre, on appelle ça eubiose. Et souvent, voilà, aujourd'hui, on voit très souvent des cas de dysbiose. Donc, c'est vraiment un déséquilibre entre la flore symbiotique et puis la flore pathogène qui prolifère quand la flore symbiotique, justement, baisse. Et la flore pathogène prolifère davantage. Les causes qui peuvent nous amener à perdre l'équilibre au niveau de la flore sont plusieurs. Par exemple, voilà, le mode de naissance, l'accouchement par voie basse favorise un bon microbiote au niveau des bébés. L'accouchement par césarienne, en général, un peu moins. Donc, le microbiote est vraiment très différent. Donc, aujourd'hui, effectivement, c'est encourageant qu'il y ait des médecins comme vous qui proposent, par exemple, même dans les accouchements par césarienne, de passer un coton-tige au niveau du canal vaginal pour après passer ça dans la bouche de bébé et puis faire en sorte qu'il y ait une colonisation de la flore vaginale de la maman chez l'enfant aussi. Effectivement, donc il y a des études maintenant qui sortent, qui sont très claires aux États-Unis. En Suisse, on a
un petit peu de retard par rapport à ça, mais on montre que les enfants qui sont nés par césarienne ont 3 fois plus de risque d'obésité. L'obésité étant aussi liée à une dysbiose intestinale. Il faut savoir que les premières heures de vie sont le moment d'apprentissage justement du corps par rapport au soi et au non-soi et à l'équilibre. Et puis également une augmentation des infections ORL, les otites, les sinusites chez les enfants qui sont nés par césarienne. Alors bien sûr, même si par exemple il y a un choix maternel, ce que je pense qu'il faut respecter les choix de naissance voilà, par rapport à la maman. Mais ce que je fais maintenant, c'est que je prends un coton-tige enfin d'abord j'explique le principe aux parents, hein, pas tous les parents sont forcément d'accord, mais il y en a quand même beaucoup qui sont ouverts. On va pouvoir faire un prélèvement et le remettre dans la bouche, puisque tout ce passage dans le canal vaginal à la naissance est extrêmement important. Donc pour donner cet équilibre justement au niveau de la flore intestinale du bébé. Et puis également l'importance, parfois on donne généralement des antibiotiques au moment de l'accouchement par césarienne. Eh bien, c'est de les donner une fois que le cordon est clampé pour que ces antibiotiques ne passent pas chez le fœtus. Effectivement, on a déjà une réduction de la flore par les antibiotiques. Je pense que vous allez en parler après, mais les antibiotiques sont très importants dans les cas aigus et d'infection, et j'en prescris également, mais il faut savoir qu'ils vont faire des changements. Donc là, la naissance, effectivement, c'est important de tenir compte de ceci et d'informer aussi les parents. Voilà. Oui, tout à fait. Et par exemple, voilà, en parlant de la césarienne, effectivement, chez les enfants qui sont nés par césarienne, on a vu une diminution de la présence, par exemple, du Bifidobacterium infantis, qui est très protecteur pour la santé, en fait, et pour avoir une immunité vraiment solide et forte. Donc, effectivement, cette attitude permet déjà de permettre aux enfants qui naissent par césarienne d'avoir aussi d'être colonisés par cette bactérie. Et sinon, je conseille aussi souvent, il y a aussi des probiotiques pour les enfants qui contiennent du Bifidobacterium infantis. Il faut savoir que cette souche spécifique s'installe dans les 100 premières années de vie et pas au-delà. Après, elle n'arrive plus à coloniser l'intestin, ce type de bactéries. Donc, effectivement, donner des probiotiques qui contiennent du Bifidobacterium infantis déjà au nouveau-né permet de coloniser la flore intestinale avec cette bactérie spécifique et puis leur permettre d'avoir vraiment une santé forte et solide. Par rapport Voilà. à ça, juste de rajouter, il y a aussi d'autres études qui montrent maintenant, par exemple, des enfants à qui on donne régulièrement des antibiotiques. Il y a certainement voilà, des causes médicales, mais c'est vraiment important maintenant de savoir, par exemple, des enfants dès le début de leur vie jusqu'à 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est de donner des antibiotiques seulement si c'est vraiment nécessaire, parce qu'effectivement, on va tuer cette flore. Et puis, cette flore aura beaucoup de peine à se reconstituer. Et ensuite, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des neurotransmetteurs, des hormones qu'on appelle du bonheur, qui sont la sérotonine, particulièrement les neurotransmetteurs avec le GABA. Et les bactéries qui sont dans l'intestin aident justement à maintenir ces neurotransmetteurs élevés. Et des enfants qui ont reçu beaucoup d'antibiotiques vont avoir plus de risques d'avoir de la tristesse, des troubles du comportement. On parlait de la TDAH. Eh bien, il y a le sucre, mais il y a aussi le fait de la carence dans certaines de cette microflore, de cette microbiote. Donc voilà, les antibiotiques c'est une invention qui est extraordinaire en médecine, mais on voit que si on les utilise
à toutes les sauces pour des petites infections, on fait des dégâts chaque fois et c'est important de les restaurer. Oui, oui, tout à fait, absolument. Et effectivement, voilà, vous avez évoqué les antibiotiques, la prise des médicaments peut provoquer un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Les antibiotiques, mais aussi les antidépresseurs, souvent, les antidépresseurs sont aussi, souvent, je le constate assez régulièrement, ils sont très liés à un état de constipation aussi qui peut provoquer clairement un état de dysbiose, un état de déséquilibre au niveau de la flore. Donc, effectivement, voilà, un intestin en bonne santé devrait pouvoir évacuer tous les jours. Donc, minimum une fois, idéalement même 2 fois. Donc, un état de constipation, clairement, va créer un état de dysbiose. D'autres facteurs qui peuvent influencer la perte de cet équilibre, c'est les infections, mais aussi la prolifération de certains pathogènes comme la levure, la candida albicans qui colonisent naturellement l'intestin, mais qui peut devenir pathologique quand elle est en excès. Les mauvaises habitudes alimentaires et d'hygiène de vie. Donc, l'alimentation qui soit riche en produits raffinés, des graisses trans, des graisses, un excès de graisses saturées, des sucres aussi. Une mauvaise hygiène de vie, excès de sédentarité, mais aussi excès d'activité physique qui peut créer beaucoup d'oxydation aussi. Manque de sommeil, un sommeil qui n'est pas adapté, qui n'est pas récupérateur. Et puis le stress qu'on a déjà évoqué peut vraiment contribuer fortement à un état de dysbiose. Et puis les fameux xénobiotiques, donc toutes les molécules étrangères qui viennent de l'extérieur et que notre corps ne reconnaît pas comme amis et comme soi. Quelles sont les conséquences de la dysbiose? Il y a plusieurs conséquences qui peuvent amener à des états plus ou moins pathologiques. Déjà, elle peut créer une hyperperméabilité intestinale. Ça veut dire qu'en fait, si l'intestin fait vraiment effet barrière, donc les cellules sont vraiment rapprochées l'une de l'autre, et c'est vraiment l'étanchéité de l'intestin est vraiment fondamentale pour nous protéger. Donc, quand on est dans un état de dysbiose, cette étanchéité n'est plus garantie. Donc, les cellules de l'intestin sont un peu plus détendues. Elles laissent passer plus facilement des molécules, des molécules qui peuvent être nocives et pathogènes. Un état de dysbiose empêche une bonne absorption au niveau des nutriments, donc de toutes les vitamines, des minéraux, la production des acides gras chaîne courte qui sont hyper importantes pour la protection de la barrière intestinale. Ça provoque une prolifération de la flore pathogène et des levures. Ça s'ouvre la porte vraiment à tout trouble digestif. Et donc, souvent, un état de dysbiose provoque des ballonnements, des gaz, des crampes, des alternances constipation, diarrhée et une mauvaise haleine. Ça augmente aussi l'état inflammatoire général du corps et surtout au niveau de l'intestin. Et ça peut favoriser le développement de maladies inflammatoires de l'intestin, comme le SIBO, le côlon irritable, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, etc. Ça peut aussi favoriser la prolifération de maladies auto-immunes parce que l'immunité change et du coup, ça peut ouvrir la porte effectivement des maladies auto-immunes, des allergies, de l'asthme, etc. Un état de dysbiose peut aussi provoquer une sensation de fatigue chronique et de stress chronique aussi, également.
Les cadeaux ne sont pas finis parce qu'un état de dysbiose, effectivement, favorise l'obésité, le diabète, et du coup, il y a aussi une augmentation des risques cardiovasculaires, des maladies cardiovasculaires qui sont associées à ce type de pathologie. L'augmentation des rhumatismes, parce qu'il y a quand même un état inflammatoire, d'inflammation chronique qui s'installe, et du coup, un état inflammatoire peut faire monter aussi les problèmes au niveau des rhumatismes, les douleurs au niveau musculaire, au niveau des articulations. Voilà. Et puis, comme vous avez aussi évoqué tout à l'heure, un état de déprime. Donc, effectivement, un état de déprime ou même la dépression qui est liée à une mauvaise absorption au niveau des nutriments, mais aussi à une incapacité de l'intestin à produire les neuromédiateurs qui sont indispensables à notre bonheur, comme la sérotonine, le GABA. Donc, on métabolise pas bien le tryptophane, et du coup, on est dans l'incapacité de produire ce type de neuromédiateur. Peut-être juste un petit commentaire sur l'obésité, hein. Donc, Oui, de nouveau, c'est paradoxal, hein. Les États-Unis sont un des pays où il y a le plus de problèmes dans ces dysbioses et ces déséquilibres, mais c'est aussi où ils sont les pionniers dans cette recherche. Un petit exemple, hein, donc l'alimentation. Donc, j'imagine la plupart de vous, je vois ce soir, sont en Suisse ou en France. Mais c'est vrai que l'alimentation aux États-Unis est quand même très différente. Il faut savoir qu'il y a des lobbies et puis une masse production d'aliments. Donc clairement pour la viande, pour que si je prends l'exemple du bœuf, hein, pour qu'il soit gras et qu'il prenne du poids, on va à côté donner des antibiotiques qui vont permettre de réduire les infections, mais aussi voilà de donner une viande qui est plus grasse. Idem pour le lait, hein, on retrouve dans la grosse production industrielle de lait des antibiotiques. Donc, les personnes qui vont manger cette viande ou prendre ce lait, ça va passer par l'intestin. Qu'est-ce que les antibiotiques vont faire? Ils vont abîmer l'intestin, abîmer la microflore. Et du coup, eh bien, la microflore qui est déséquilibrée, les nutriments vont être mal absorbés, les fameuses chaînes d'acides gras vont être modifiées, il y aura les mauvaises chaînes qui sont là, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des personnes, des patientes, hein, j'en vois aussi qui vont dire, je fais attention, comment ça se fait que je prends du poids? Parce que les aliments qui sont mangés sont de mauvaise qualité, et du coup, les personnes qui mangent ces viandes, ces aliments, c'est idem avec les pesticides, eh bien, vont prendre du poids et vont développer des maladies. Donc, c'est vraiment pas anodin tout ce qui est mis dans la chaîne de l'alimentation. non, tout à fait. Et comme, effectivement, par rapport à ça, il faut aussi savoir que la majorité, la plupart des toxines est stockée dans les cellules graisseuses aussi. Ah. Et donc, effectivement, quand on avale des graisses qui sont de mauvaise qualité, issues des animaux qui ont été nourris par des aliments qui ne leur sont pas physiologiques et qui contiennent beaucoup aussi des polluants, beaucoup de pesticides, etc., tout ça, ça va se stocker dans les graisses de l'animal qu'on va manger et qu'on va stocker aussi. Et du coup, c'est vraiment une chaîne qui arrive jusqu'à nous. Oui. C'est aussi un peu comme les métaux lourds également. Voilà, la chaîne, souvent, on conseille de manger les petits poissons parce que c'est les moins chargés en métaux lourds en général. Les gros poissons comme le thon, l'espadon, c'est les plus chargés en métaux lourds. Si on en mange beaucoup, on va stocker aussi en nous ce type de métaux qui nous provoquent des situations pathogènes aussi. Oui. Donc, effectivement, le choix des aliments qu'on fait détermine notre état de santé et notre qualité de vie aussi. Ce qui est important aussi de dire, c'est que malheureusement, pas tout le monde autour du monde a le choix des aliments. Euh, Souvent, les aliments bon marché
voilà, vous allez en reparler certainement après, mais les aliments que vous avez budget ou tout ce qui est, c'est vraiment des aliments qui sont de très pauvre qualité. Vous appauvrissez la flore et à ce moment-là, des maladies apparaissent. Puis, ben, on le voit par exemple dans certains pays. Si vous prenez l'Inde, il y a 30 ans, vous aviez des personnes qui étaient malnutries, fines, pas assez à manger. Maintenant, bah, partout où il y a comment dire, l'agronomie et l'agriculture moderne qui passent, maintenant surtout en Inde, Moyen-Orient, Asie, eh bien maintenant, vous avez quand même 30% d'obésité en Inde, des gens qui sont obèses, mais qui sont en fait complètement dénutris, avec l'apparition de maladies cardiovasculaires. Plus de 30% de la population a déjà un diabète type 2. Et tout ça, c'est l'introduction de ces aliments. Et c'est vrai qu'il y a des pays où c'est très difficile maintenant de pouvoir choisir des aliments qui sont de qualité, qui sont pas en train d'abîmer cette flore. Il y a d'autres choses, mais les études montrent que maintenant, c'est en train de sortir beaucoup, apparemment 80 à 90%, 80 à 90% de nos maladies seraient indirectement ou directement liées à une qualité de flore. Ça va, par exemple, le psoriasis, les eczémas qu'on va traiter avec des corticoïdes, hein, mais en fait, c'est à la base des dysbioses, Oui, tout très à fait. souvent. Mm. Et c'est vrai que le corps médical, je parle en tant que médecin, n'est pas encore conscient de ça, en tout cas pas partout dans le monde. Et voilà, en redonnant, c'est vraiment la clé. Et ça va s'étendre de plus en plus. On en parle ce soir, mais sachez que là, on est dans la médecine du futur, où ce qu'on mange, ce qu'on va prendre, va déterminer notre santé future. Donc, c'est important de choisir ce que vous mangez, de prendre conscience du danger que certains aliments peuvent avoir, et puis Oui, qui sont de faible qualité. oui, tout à fait. Et puis parmi les conséquences, je cite aussi les migraines aussi, par exemple, d'un état de dysbiose, parce que quand on a une flore qui est en mauvais équilibre et quand on a une prolifération, par exemple, des levures, mais aussi les Escherichia coli, il faut savoir que ces bactéries ou levures, quand ils prolifèrent, ils produisent une quantité très élevée de toxines qui provoquent aussi beaucoup de désagréments un peu à tous les niveaux, dans les migraines, mais aussi les différents troubles digestifs, les crampes, les ballonnements, les gaz, voilà. C'est vraiment, ces toxines provoquent des réactions, des désagréments un peu en cascade, en fait. Carolina nous pose la question, est-ce que la dysbiose peut affecter le diabète type 1? Ben, le diabète de type 1, c'est quand même une pathologie auto-immune. Ah, Une pathologie auto-immune souvent vient d'un état de dysbiose, d'un état de déséquilibre du système immunitaire et du coup de la flore parce qu'ils sont vraiment étroitement liés. Et du coup, voilà, il s'agit quand même d'une pathologie irréversible, mais je pense qu'en travaillant sur la flore, on peut quand même beaucoup améliorer la qualité de vie de la personne hmm. également. Absolument. Donc, il y a une partie, comme on dit, hein, juste pour expliquer aux personnes qui nous écoutent, donc il y a diabète type 1, diabète type 2. Le diabète type 1, souvent on dit, voilà, c'est connu pour être héréditaire. Ça commence déjà dès le plus jeune âge. Diabète étant l'impossibilité d'intégrer du sucre, donc c'est une résistance à l'insuline, donc maladie métabolique. Et le type 2, c'est fait par une modification, donc avec le temps, un excès de sucre, un excès de certains aliments, ou, pardon, dans ce cas-là, on va parler de maladie métabolique. Je ne vais pas développer ça ce soir, mais c'est vrai que le diabète type 1 est auto-immunitaire. Et tout ce que, là aussi, de nouveau, hein, puisqu'on en parle, l'auto-immunité, vous allez trouver des maladies telles que les thyroïdites, vous allez trouver des maladies inflammatoires de l'intestin, que Daniela, vous avez parlé tout à l'heure, le Crohn, la rectocolite.
tous ces éléments. Après, chez les femmes, on voit souvent des maladies auto-immunes, elles sont plus sujettes à ça, avec le Mm. lupus érythémateux, des arthrites, tous ces éléments-là, c'est toujours important d'investiguer qu'il n'y ait pas une dysbiose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'apparaître maintenant. Oui, Voilà. mais sincèrement, pour la petite histoire personnelle, effectivement, moi, je l'ai vu sur moi-même. Moi, je viens d'Italie et puis, voilà, à l'époque, quand j'étais petite, les antibiotiques étaient donnés de manière assez généreuse. Et puis voilà, moi j'en ai pris beaucoup durant la petite enfance. Et j'ai développé beaucoup d'allergies, j'ai développé de l'asthme aussi. Et dès que je suis arrivée en Suisse, voilà, je suis arrivée dans un système différent. Il y a quand même un abus qui est beaucoup moins présent en Suisse qu'en Italie. En Italie, maintenant, il y a même des publicités à la télé euh, en fait, inviter à ne pas à prendre des antibiotiques juste quand il le faut. Donc en Suisse, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Et avec toute mon histoire, j'ai aussi commencé à travailler beaucoup sur le microbiote, à travailler sur les changements d'alimentation, sur le changement de mon hygiène de vie également. Et pendant beaucoup d'années, euh, jusqu'au postpartum, après ça, ça a changé encore. Mais pendant plusieurs années, j'ai en fait pu réguler mon asthme. Je n'ai plus d'allergies qui sont détectées quand j'ai fait les différents tests, les prick tests. Alors qu'on me disait que j'aurais été allergique toute ma vie, en fait. Mhm. Donc, effectivement, travailler sur le microbiote peut changer même des situations et des conditions qui sont à la base considérées comme chroniques aussi. Tout à fait. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Ce qu'on va faire, parce que c'est vrai que c'est passionnant, Mhm. le temps avance, on va répondre aux questions euh, Oui. au fur et à mesure, peut-être un petit peu après. Certains, on va les reprendre. Mais c'est vrai que c'est un sujet, je pense, qui nécessiterait 3 ou 4 webinaires. Mais sachez que Mhm. là, on effleure juste la pointe de l'iceberg, hein. Il y a tellement de choses dont on prend conscience maintenant. Donc, mais il y a de l'espoir, n'est-ce pas, Daniela? Oui, 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 il y a de l'espoir, il y a des remèdes. Là, je vais citer plusieurs remèdes, des règles un peu d'hygiène de vie et d'alimentation qui sont un peu valables pour tout le monde. Après, il faut savoir qu'il y a quand même des spécificités selon chaque personne parce que chaque individu est unique. Donc, il n'y a pas des recettes qui sont égales, identiques pour tout le monde. Donc, il y a des choses qui seront adaptées à chaque personne, à chaque situation et à chaque objectif aussi. Donc, on a parlé de la mastication, hyper importante. Donc, c'est la première étape. Et si elle est mal faite, toutes les étapes suivantes en cascade seront en difficulté, comme on a dit. Donc, mastiquer, mastiquer, mastiquer. Et j'invite souvent aussi à manger en pleine conscience, dans les calmes, sans distraction, en savourant les aliments parce que euh, on doit un peu réapprendre à manger. Donc, pas manger parce que il le faut, parce que c'est l'heure, mais vraiment sacraliser un peu, comme sacraliser un peu le moment du repas. Parce que souvent, quand on mange un peu dans le rush, avec des distractions, avec aussi des infos un peu négatives, quand on parle des arguments qui peuvent nous bouleverser, nous créer du stress, ça peut aussi modifier la digestion. Donc, manger de lait calme permet aussi de mieux digérer et de mieux absorber tous les aliments. S'oxygéner et faire des activités physiques qu'on aime. Donc, jamais dans l'excès. Donc, l'excès de sédentarité est nocif, mais aussi l'excès d'activité physique, comme on disait. Donc, il faut toujours
avoir un comportement qui soit équilibré. Gestion du stress avec des activités comme la cohérence cardiaque, comme la méditation, comme l'hypnose ou toute activité qui peut nous faire du bien, des massages, des promenades en plein air, etc. Végétaliser son alimentation. Donc, la moitié de l'assiette, pour moi, doit être constituée toujours des légumes possiblement de bonne qualité, de saison, locale également, pour apporter la quantité de fibres nécessaires à notre microbiote. Donc, les fibres sont vraiment le nutriment essentiel pour notre microbiote. Et ensuite, il y a des aliments qui nous permettent aussi d'enrichir la variété de notre flore intestinale, comme les aliments lactofermentés, par exemple, la choucroute, le kimchi, mais aussi voilà, le kéfir de lait, le kéfir d'eau également. Voilà. C'est des aliments qui permettent vraiment de nous apporter beaucoup de variétés au niveau du microbiote. Quand on a des troubles digestifs, souvent j'invite à consommer des végétaux plutôt cuits parce qu'on facilite la digestion. Il y a une prédigestion des fibres qui s'est faite. Et voilà, au fur et à mesure que les troubles digestifs s'améliorent aussi, on peut introduire progressivement des crudités également. Ou limitation de la consommation des produits laitiers. Et moi, je préfère plutôt aussi conseiller une meilleure qualité au niveau des produits laitiers. Souvent, les produits laitiers des petits animaux nourris à l'herbe, comme le brebis ou les produits de lait de chèvre, sont aussi à préférer parce que justement, ces petits animaux sont mieux nourris que le lait des vaches qui vient surtout de la filière industrielle. Juste Et peut-être, oui, oui, allez-y. non, non, non. Alors, par rapport au lait, hein, je voudrais quand même aussi revenir. J'en avais parlé lors d'un de mes webinaires sur tout ce qui était style de vie et bioidentique. Mais le lait, en fait, si on regarde vraiment en arrière, hein, nos gènes, notre espèce humaine, hein, existe depuis 150 000 ans. Il faut savoir que toute la partie consommation de lait, on a pu voir, hein, donc l'agriculture, c'était 15 000 ans avant Jésus-Christ, et les premières consommations de lait qu'on peut voir sont retracées dans des pots grecs, hein, on a pu voir 8 000 ans avant Jésus-Christ. Et puis le lait massif que nous prenons maintenant, le lait de vache, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, où peut-être selon la génération que vous avez, hein, c'est toujours la maman ou à l'école, on dit, voilà, vous avez votre pot de lait, il faut boire ça, il y a du calcium dedans. Il y a très peu de calcium. Malheureusement, cette information est aussi rentrée dans le corps médical. Il y a encore des médecins qui vont dire, écoutez, consommer du lait, c'est bon pour les os. Absolument pas. Donc tout ça, ça vient des lobbies de l'industrie laitière. C'est pas pour montrer du doigt, c'est simplement un fait qui sont venus dans les écoles, qui sont venus au niveau du corps médical, et on va dire, bah, il faut prendre du lait. Et ce lait, pourquoi le lait, particulièrement des vaches, est moins bon? C'est que nous ne sommes pas des veaux, nous ne sommes pas des gros mammifères, mais ça veut dire que le lait, la caséine, est peu digeste. Puis effectivement, c'est pas qu'il faut pas en consommer, mais disons, c'est de limiter. C'est que maintenant, là, le lait a toutes les sauces, du fromage à toutes les sauces, surtout le fromage transformé. Et là encore, je vais vous parler de quelque chose qui va certainement vous faire hérisser les poils, mais par exemple, aux États-Unis, ils ont regardé le lait courant que vous achetez, blanc, hein, dans ce lait blanc, dans les grandes industries laitières, 30% c'est du pu. C'est du pu qui vient des tétons et pour lesquels on a donné des antibiotiques pour éviter. Donc, vous imaginez ce que c'est dedans. Donc, le lait maintenant industriel, on ne parle pas d'un lait de vache forcément qui vient bien frais, mais il faut vraiment se méfier là-dedans. Et là, de nouveau, il y a le problème de digestion, il y a le problème de modification de la flore. Et puis, le lait en grande quantité n'est pas bon pour la santé. On n'est pas fait pour en prendre. Plutôt des petits animaux, comme vous le dites, ou
forcément, par rapport à notre taille, l'animal est plus petit et c'est du lait, le lait de brebis et le lait de chèvre est bien plus digeste. Voilà, je Oui, voulais oui, ajouter ce mot parce que c'est vrai que il y a des mauvaises conceptions qui circulent. Je dois vous avouer qu'il y a 10 ans, ce qu'on m'a appris, je vous aurais aussi dit oui, il faut prendre du lait, c'est bon pour les os, c'est bon pour le calcium. Mais en fait, si vous allez vraiment regarder les études sérieuses, c'est basé sur du vent. Voilà. oui, oui, tout à fait. C'est la qualité aussi de, comme on disait tout à l'heure, de ce qui mangent l'animal. Donc, les petits animaux sont nourris souvent à l'herbe, alors que les grands animaux, pour des questions de rentabilité, souvent ils sont mal nourris avec des farines, et donc du coup, voilà, la qualité est vraiment très, très différente, effectivement. Et puis, voilà, éviter ou limiter au moins la consommation du gluten. Donc, préférer des céréales sans gluten ou à faire moi, je conseille aussi, selon les cas, euh, avec une qualité de gluten différente et surtout avec un pourcentage de gliadine, qui est la molécule la plus inflammatoire, inférieure. Donc, on parle de l'épeautre, petit épeautre, le blé ancien, donc les céréales plutôt anciens, le seigle, l'orge aussi. Donc, ça, c'est selon le contexte. Donc, ce n'est pas forcément une éviction totale. Tout dépend du contexte de la personne. Mais l'important, c'est vraiment de choisir une bonne qualité de gluten. Voilà. Et privilégier aussi des aliments biologiques également et locaux pour limiter l'exposition à des produits toxiques, comme on a dit tout à l'heure. Favoriser la viande blanche et les petits poissons gras. La viande rouge, idéalement, à limiter une fois par semaine. C'est un peu les recommandations de base. Et puis, réduire ou éliminer complètement la consommation des sucres raffinés, l'alcool, qui sont vraiment amis de la flore pathogène et de la prolifération des pathogènes comme le candida, par exemple. Il y a un remède de grand-mère que personnellement j'adore, c'est le bouillon d'os, que ce soit de veau, bœuf ou volaille. Et le bouillon d'os, en fait, il permet vraiment d'imperméabiliser l'intestin. Il a une haute teneur en collagène, en glycine et glutamine. Donc, c'est un remède personnellement que j'aime beaucoup. C'est facile à faire. On peut l'utiliser pour la cuisson aussi des céréales, du riz, du quinoa, etc., pour la cuisson des légumes, en les faisant mijoter. Et on profite vraiment à chaque repas de tous les bienfaits du bouillon, qui est aussi hyper riche en minéraux également. Selon le contexte et l'état de la muqueuse, on pourrait proposer aussi des compléments des glutamines qui permettent de cicatriser la muqueuse intestinale. Hyper important, la consommation d'aliments antioxydants comme les fruits, mais aussi le curcuma, le gingembre, la cannelle, le thé vert, mais aussi tout ce qui est herbes aromatiques. Donc, je conseille souvent beaucoup d'herbes aromatiques, le persil, la coriandre pour les gens qui aiment, la ciboulette un peu tous les jours. Et aussi, on peut prendre des complexes de vitamines du groupe B, la vitamine D et du zinc, qui permet vraiment d'améliorer l'état de la muqueuse intestinale, d'aider et de soutenir le système immunitaire. Et ça, c'est clairement adapté à chaque contexte et à chaque personne. Et puis, il y a les fameux probiotiques. On en a vraiment beaucoup et beaucoup de types avec beaucoup de rôles différents. Donc, il est vraiment essentiel d'adapter chaque prise d'antibiotiques pour chaque personne. Effectivement. Et voilà, on a terminé avec les petits conseils de nature un peu générale. Après, c'est vraiment adapté à chaque personne parce que nous sommes vraiment uniques. Il faut considérer
le contexte global à 360 degrés de la personne. Très bien, magnifique. Donc, je propose juste d'arrêter un petit moment le partage d'écran et puis on va répondre encore aux questions. Oui. Euh, je crois que c'est, voilà, parfait. Donc, en tout cas, déjà, merci beaucoup, Daniela, parce que c'est vraiment très, très enrichissant. Euh, J'espère que voilà, vous appréciez ce webinaire autant que je l'apprécie. Je pense que il faut voir que là derrière hein, se cache quand même une nouvelle science hein, qui est en train d'apparaître. Donc voilà, donc pour les questions, on a Laure qui pose la question, en cas d'allergie ou d'intolérance, le fait de manger mieux suffit-il d'atténuer celle-ci ou faut-il nettoyer? Tout dépend de chaque cas, en fait. Parce que parfois, effectivement, on peut avoir des phénomènes allergiques qui sont accentués parce qu'il y a une prolifération, par exemple, du candida ou de l'Escherichia coli. Et dans ce cas-là, effectivement, il faut faire un nettoyage au niveau intestinal et ça va aider à diminuer aussi les intolérances et les allergies, effectivement. Ou, comme on a évoqué également, les métaux lourds pourraient avoir un impact. Et là aussi, on fait un travail de nettoyage et ça permet d'améliorer le contexte. Absolument. Carole, que pouvez-vous nous dire au sujet de l'hygiène buccale dentaire? A-t-il un impact sur le bien-être de notre microbiote? Ben oui, parce que comme effectivement on a évoqué, même dans la bouche, on a beaucoup de bactéries, donc on a un microbiote qui est dans la bouche, effectivement. Donc, une bonne hygiène au niveau de la cavité orale, éviter tout ce qui est infection, tout ce qui est caries, etc., permet d'avoir en cascade un bon microbiote aussi au niveau intestinal. Donc, c'est hyper important d'avoir une bonne hygiène orale. Absolument. Et oui, voilà, effectivement, le candidat peut proliférer aussi au niveau de la bouche également, parce que ça peut coloniser tout le tube digestif également. Oui. Il y a des études qui sont en train de sortir maintenant sur une bactérie qui s'appelle P. gingivitis, qui montrerait même le lien entre une prolifération de cette bactérie en excès avec des problèmes de gingivite et des maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer. Donc ça, c'est des études sérieuses. C'est pas donc c'est fait par des universités telles que Harvard ou Stanford aux États-Unis. Et puis effectivement, si déjà les aliments qui sont mangés ne sont pas bons, il faut savoir que tout ce qu'on prend par la bouche passe dans le sang, arrive au niveau du cerveau. L'étude était que dans ces maladies neurodégénératives, en certains cas, c'est dû à des éléments auto-immuns. Dès qu'il y a quelque chose d'auto-immun, ça veut dire qu'on attaque ses propres tissus par son système immunitaire, quelle que soit la maladie, allant de l'endométriose aux problèmes d'Alzheimer ou d'autres. Donc là, eux, ce qu'ils voyaient, c'est des dépôts d'amyloïdes. Amyloïde, c'est une protéine qui normalement ne doit pas être là, qui est augmentée au niveau du cerveau des personnes présentant des troubles de la cognition. Et puis, ils ont pu voir cet élément. Alors, ils ont montré une corrélation significative. Évidemment, on est tout au début, mais l'importance de l'hygiène buccale est très importante. Et malheureusement, des fois, les gens hésitent à aller chez l'hygiéniste ou le dentiste ou tout ça parce que c'est pas couvert par l'assurance et tous ces éléments. Mais il y a des liens qui sont très clairs là-dessus. Mm. Donc, donc, Tiziana, est-ce qu'on pourrait voir la présentation partagée pendant le webinaire? Donc, j'imagine est-ce qu'on peut le revoir après? Oui, il sera en replay. N'hésitez pas, alors qu'on parle là maintenant, de poser vos questions, c'est le moment. Peut-on prendre du colostrum? C'est Madeleine qui pose cette question. Oui, ben, notamment c'est un des remèdes qu'on propose contre le SIBO.
Dans le SIBO, il y a plusieurs protocoles qui sont proposés. Il faut trouver celui qui est adapté à la personne. Et dans les phases des crises, par exemple, c'est un des remèdes qu'on propose. Ça aide au niveau justement des troubles intestinaux et aussi également à renforcer l'immunité. Donc pour moi, le colostrum, selon le cas et selon le contexte de la personne, peut être absolument proposé. Très bien. Donc, encore Rosa qui vient complémenter effectivement que avec des huiles végétales, hormis les bonnes huiles telles que olive, coco, avocat, elles sont inflammatoires et puis qu'il faut effectivement privilégier les bonnes graisses animales également. Oui, oui, ça, on est tout à fait d'accord. Donc, il faut choisir, et j'en parlais justement aujourd'hui en consultation, parce que je pense qu'il y a une très mauvaise connaissance au niveau des huiles. Et effectivement, le choix des huiles qu'on fait est hyper important pour limiter l'état inflammatoire. Notamment tout ce qui est bouteilles en plastique. Les huiles dans les bouteilles en plastique, c'est des huiles hautement inflammatoires parce qu'il s'agit des huiles qui ont été chauffées, transformées, et donc on a dénaturé complètement les graisses. Donc, hyper important de choisir à chaque fois des huiles qui viennent de première pression à froid, qui sont dans des bouteilles en verre foncé parce que aussi la lumière peut facilement les oxyder. Donc, la qualité des huiles est hyper importante pour avoir une bonne santé également. Absolument. Et là-dedans, là de nouveau, les industries introduisent énormément d'huile de palme. L'huile de palme, on en trouve comme émulsifiant. Donc, faut pas croire que ce soir, je suis en train de montrer les industries du doigt. C'est simplement que c'était une manière de fonctionner jusqu'à présent, un peu comme on utilise le mazout pour le chauffage ou les éléments fossiles. C'est simplement que c'était une façon de fonctionner. Et maintenant, il y a une prise de conscience qui est en train de se prendre. Donc justement, bah, si on reprend sur les huiles de palme qui sont vraiment dans absolument tout, ça va des chocolats à Ferrero Rocher, aux biscuits, dans certains émulsifiants, on l'utilise. Bon, on peut pas, c'est des fois très difficile de nos jours de les éviter, mais c'est quand même regarder chaque fois, de manière générale, dans un paquet, quand vous achetez quelque chose, regardez dès qu'il y a des quelque chose, 510 ou E220 ou c'est de les avoir au minimum. Et puis, regardez aussi par rapport aux huiles, euh, huile de palme, qui va aussi avoir un effet à dénaturer et à causer des problèmes de dysbiose, puis de maladies chroniques sur le long terme. Donc, Madeleine pose la question, les jus de légumes, j'imagine, est-ce que ça va aider pour la flore? Oui. Alors, les jus, pas forcément pour la flore, parce que c'est plutôt les fibres qui nourrissent la flore. Donc, les jus en général sont dépourvus de fibres. Mais voilà, les jus, tout dépend toujours de la tolérance de la personne aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont des grandes sensibilités digestives qui ne le tolèrent pas au tout début. Donc, on peut choisir des méthodes différentes, plutôt des bouillons végétales plutôt que des jus qui sont plus digestes. Mais les jus, c'est comment dire, des remèdes très intéressants parce qu'ils contiennent aussi beaucoup, beaucoup de vitamines et minéraux. S'ils sont fraîchement pressés à la maison, c'est hyper intéressant. Notamment, les jus de légumes verts, c'est des excellents chélateurs au niveau des métaux lourds. Très bien. Et Je vais encore aller rapidement sur les dernières questions parce qu'on voit que c'est un sujet passionnant. Ça fait 1 heure et demie qu'on est déjà là. ouais. Je vois que le nombre de personnes est toujours identique, donc c'est magnifique. Très rapidement dans la réponse, que conseillez-vous contre les flatulences et les gaz? Tout dépend de la cause. Il D'accord. faut comprendre la cause des flatulences et des gaz. Voilà. Alors, donc, il faudra faire une analyse, peut-être Oui, une analyse microbiotique pour oui, répondre. tout à fait. Les pommes de terre ont un impact négatif sur la perméabilité intestinale? C'est une question. Ben, pour moi, pas.
Les pommes de terre refroidies, en plus, sont très intéressantes parce qu'ils ont un index glycémique qui est bas. Tout dépend de la consommation. Voilà, si on consomme tous les jours, à tous les repas, encore une fois, ça va nourrir une mauvaise flore, forcément. Mais si on consomme en quantité raisonnable de temps en temps et comme féculent du jour et surtout le soir, pour moi, c'est OK. Je ne vois pas de soucis avec ça. Et j'ajouterai encore, ça dépend des pommes de terre que vous avez. Et ça dépend du Aussi, sol. Si aussi, le sol est plus pollué avec des pesticides, tout à donc fait. voilà. Euh, Où trouver un spécialiste? Bah, justement, Daniela consulte chez nous. Je vais vous mettre la possibilité aussi voilà, de prendre un rendez-vous en ligne, hein. Je le mets juste là. C'est vrai que voilà, je vous l'ai posté là dans le chat. Donc, vous pouvez aller directement sur la page et prendre rendez-vous. Donc, c'est vraiment de chercher une consultation qui est holistique. Il y a plein de solutions, mais c'est pas pour rien que Daniela est aussi avec nous ici à la clinique parce que c'est une personne qui amène des conseils et des solutions de qualité. Je travaille beaucoup avec Daniela aussi dans les cadres de femmes atteintes d'endométriose, qui est une maladie inflammatoire, auto-immune également, et puis où effectivement la partie microbiote intestinale va augmenter davantage cette maladie inflammatoire. Voilà, je viens de remettre le lien où vous pouvez prendre le rendez-vous dans le chat. Donc effectivement, j'ai pu voir aussi que en complémentant, puisque je suis également chirurgien et je vois que par rapport à ces maladies inflammatoires, quand on vient avec une solution globale, donc on améliore nettement le pronostic. Donc voilà, Daniela est là. En tout cas, le lien est dessous et vous pouvez prendre rendez-vous. Et si vous avez des assurances complémentaires, ce sont un service qui est remboursé, n'est-ce pas, Daniela? Oui, par les assurances qui sont agréées à SCA. ASCA, Oui. exactement. Alors, encore très rapidement, quelques questions. Que prendre pour nettoyer l'intestin avant de prendre des probiotiques? Là aussi, ça dépend de ce qu'on doit nettoyer. Donc, on peut utiliser des combinaisons comme l'extrait de pépins de pamplemousse, l'huile essentielle de camomille romaine. On peut utiliser des chélateurs comme les jus verts. On peut utiliser de la chlorella. On peut utiliser des mélanges de plantes comme des EPS, de noyer, de curcuma. Mais tout dépend de ce qu'on doit nettoyer. Donc voilà, c'est important d'établir quel est l'objectif. Très bien. Ben, écoutez, je vais devoir conclure, hein. Je crois qu'on pourrait continuer encore. Le message donc est prenez soin en tout cas de votre microbiote. Imaginez-le comme des petits pharmaciens qui sont là pour vous, qui sont là pour entretenir votre santé. Le microbiote en bonne santé veut dire un corps en bonne santé, un esprit en bonne santé. L'adage, je le répète de nouveau, on est ce qu'on mange. Pensez à ce que vous mangez, comment vous le mangez. Euh, Réduisez au maximum les sucres raffinés. Faites attention aux huiles. Posez-vous toujours la question d'où viennent les aliments que je mange. Est-ce que c'est des aliments transformés? Est-ce qu'il y a des antibiotiques dedans? Et posez-vous à la question aussi quand vous avez des maladies où le médecin va se gratter la tête, va pas exactement savoir d'où ça vient, parce que c'est auto-immun, parce que c'est inflammatoire, parce qu'il y a des problèmes de peau, parce qu'il y a des problèmes de flatulence, parce que il y a d'autres éléments inflammatoires. Posez-vous la question par rapport au microbiote. À la clinique, donc, nous avons la possibilité de faire des analyses de votre microbiote. Euh, et puis ensuite, Daniela va pouvoir vous conseiller par rapport à la direction à prendre. Et surtout, si vous êtes des femmes, rappelez-vous que dans les âges, par exemple, s'il y a aussi des syndromes prémenstruels, c'est encore tout un autre élément des syndromes prémenstruels.
hyper important, des syndromes prémenstruels dysphoriques, des difficultés au moment de la ménopause avec l'équilibrage des hormones, ça peut aussi être des déséquilibres de la flore intestinale. Merci beaucoup, Daniela. Merci C'était beaucoup à vous aussi. passionnant. Merci encore. Et ce webinaire sera en replay d'ici quelques jours. Je vous invite aussi à aller voir notre chaîne YouTube, la liker, la partager, Clinique Suisse TV sur YouTube. Vous aurez tous les webinaires précédents que nous avons eus sur divers sujets et vous allez retrouver aussi ce webinaire. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, tout de bon. Merci Daniela et à un Merci beaucoup à prochain vous. webinaire. Au Merci à revoir. tous pour la participation. Au revoir. Au revoir.